Alors, bonjour et bienvenue au premier Q&A avec un jour d'expérience pour la communauté. Voici comment ça va fonctionner à tous les premiers jeudis du mois à 19h30. Il va y avoir la possibilité pour vous de vous connecter avec moi. Je vais pouvoir offrir du coaching gratuit. Ça va être une séance qui va débuter avec moi qui va répondre à des Q&A, des questions que vous m'avez envoyées dans le fond par formulaire Google Doc avec le lien auquel que vous avez accès. Fait que la première partie va être enregistrée. Je vais répondre aux questions directement et sans interaction. Ensuite, je ferme l'enregistrement, puis je procède si jamais des personnes qui se sont connectées ou s'il y a des personnes qui désirent avoir du coaching plus approfondi gratuitement. C'est le moment. Ça va vraiment être 1 heure qui est dédiée à ce coaching gratuit. Pour la communauté du 21 jours d'extase divine. As you know, tu as accès à 21 jours d'extase divine pour la vie. Fait que l'objectif ici, c'est vraiment d'être de service et de pouvoir vous servir le plus que je peux. Fait que posez vos questions. Tous les premiers jeudis du mois, 19h30, je me connecte, je réponds aux questions qui auront été posées. Et l'autre fois où est-ce que vous avez l'occasion de faire ça, c'est à la rencontre de mi-défis. Fait qu'il n'y a pas des défis à tous les mois, mais à tous les mois où est-ce qu'il y a des défis, il y a une rencontre de mi-défis dans laquelle vous avez aussi la possibilité de poser vos questions et d'avoir une période d'échange ou de coaching selon ce que vous avez besoin, selon ce que vous désirez. Et c'est accessible pas seulement aux nouvelles personnes, aux nouvelles participantes, mais vraiment à toute la communauté. Alors, sans plus tarder, je vais procéder avec les premières questions que j'ai reçues. La première question à laquelle je réponds va comme suit. Aurais-tu des trucs pour méditer dans le silence? J'ai déjà médité avec des méditations guidées et avec de la musique, mais j'ai le sentiment que j'ai besoin de faire en silence, de le faire en silence pour entendre mon âme. J'ai plein de trucs. Soit dit en passant, quand vous me posez des questions qui commencent par comment, c'est vraiment facile pour moi de répondre. Euh, Fait que toutes les fois où est-ce que vous la formulez comme ça, pour moi, il y a comme l'information qui arrive que je peux te donner, puis c'est simple, merci, bonsoir. Alors, comment méditer en silence? Bien, premièrement, c'est d'accepter que tu ne vas pas méditer en silence de la même façon que tu médites avec de la méditation guidée ou de la musique. Euh, Dans une infolettre que j'ai envoyée il y a quelques temps, ça fait vraiment pas longtemps, je mentionnais que avoir fait la deuxième épisode, la deuxième retraite de 21 jours d'extase divine, euh, un des plus gros défis, c'est de m'être réhabituée à méditer dans le silence. Parce que j'ai fait Vipassana, qui est une retraite de méditation de 10 jours, là, 13 ou 14 ans. J'ai intégré Vipassana dans ma vie au quotidien. Ce qui fait en sorte que je l'ai utilisé lors de mon accouchement, je l'utilise dans ma vie de tous les jours quand les enfants sont en train de jouer, faire du bruit, faire des cris, n'importe quoi. J'étais tellement rendue habituée de méditer dans le bruit et dans le chaos. Finalement, c'était comme ma trame de fond pour méditer. Donc, il a fallu que je me réapproprie l'expérience de la méditation dans le silence. Et effectivement, c'est sûr que quand tu le fais dans le silence, tu as une connexion beaucoup plus profonde à ton âme et, honnêtement, à chacune des petites cellules de ton corps. Fait que la première chose que j'ai envie de te dire, c'est ce que j'ai nommé en premier lieu. Essaie pas de comparer ton expérience de méditer dans le silence ou de reproduire ton expérience de méditer dans le silence comme si c'était une méditation avec de la musique ou avec une méditation guidée. La première chose que je vais t'inviter à faire, c'est de ne pas essayer de le faire aussi longtemps. De commencer avec un objectif de temps qui est beaucoup plus court. Fait que, par exemple, tu commences avec 5 minutes dans le silence. Sans attendre qu'il y ait une révélation, une connexion profonde. L'objectif dans ces 5 minutes-là, c'est juste de ramener ton esprit à toutes les fois où est-ce qu'il s'en va ailleurs. Dans le Vipassana, on appelle ça le Anapana. Nous, de la façon qu'on le fait, c'est on se concentre juste sur une partie du corps, mais ça peut être n'importe quelle partie du corps, le résultat va être le même. Un autre truc que je vais te donner, c'est de ne pas essayer de moduler ta respiration. Continue à respirer de façon totalement naturelle. S'il y a des moments où est-ce que tu as besoin d'une plus grande oxygénation, vas-y avec des respirations qui sont plus profondes. Mais commence pas à calculer ton inhale, exhale, puis la pause entre les deux. Mais prends conscience de la pause, la petite mini-pause de transition entre inspire, expire.
Dans chaque moment où est-ce que tu prends conscience tu crées de l'espace à l'intérieur de toi. Fait que commence avec 5 minutes dans lesquelles tu peux te concentrer sur une partie de ton corps, quelle qu'elle soit. Moi, ce que j'aime faire, c'est fais juste te concentrer sur la sensation de ton linge sur ton corps, de tes fesses qui sont assises dans un siège, dans un banc, dans ton lit, whatever. De toutes les places où est-ce que ton corps est en contact avec la surface sur laquelle tu es assise, ton dos est à côté. La sensation de tes paupières qui se touchent. La sensation de ton underboob qui touche à ta cage thoracique. La sensation de ton bras qui colle sur tes côtes. That's how you start. Fait que commence par être pleinement présent dans ton corps. Et ça, tu le fais en méditant 5 minutes à la fois. Puis quand tu vois que c'est rendu facile de ramener ton esprit, fait qu'exemple, que tu es comme oh wow, la sensation de mon underboob sur ma cage thoracique ou de mes cuisses qui se touchent ou mes pantalons sur mes jambes, whatever. Puis là, t'es comme ah, c'est vrai, j'ai pas fait de la vaisselle. Puis en plus, ça fait comme 5 jours qu'on n'a pas fait l'amour. Fait que là, il faudrait vraiment que je. Oups! Comment je suis plus en train de méditer? Mon mental est parti à quelque part. Tu n'as pas à juger, critiquer, identifier, prendre des notes. Fais juste, t'emmènes ici. Tu ramènes à la prochaine sensation. La prochaine sensation que tu ressens, tu la vis pleinement, dans la pleine conscience, sans la juger, la critiquer, l'étiqueter. Vrai. Ça veut juste dire, it is what it is. Fait que tu commences comme ça, pour méditer dans le silence. 5 minutes. Puis tu peux soit rajouter 1 minute par jour, ou 5 minutes par semaine. Vas-y comme tu sens. Mais c'est une façon vraiment efficace de commencer à méditer dans le silence absolu pour n'avoir aucune distraction par rapport à ce qu'il y a besoin de faire surface. J'espère que ça t'aide. La prochaine question. J'ai tellement d'émotions de bloquer dans mon corps, je n'arrive plus à pleurer depuis que je suis maman. Comment faire circuler? J'ai l'impression de quand même résister à connecter à ma féminité. Voici ce qui remonte quand je lis ta question. Et peut-être que c'est pas la vérité pour toi, but it is what I know and feel. Il y a une partie de toi qui a de la difficulté à vivre ses émotions depuis que tu es devenue maman, parce que l'état émotionnel de tes enfants est sur un piédestal. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de négliger la tienne que de t'accueillir simultanément alors que tu es là comme maman pour eux. C'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté moi aussi, naturellement. Je pense que toutes les mamans ont fait face à ça. T'sais, on se dit « Ah, I got my shit together, je suis tellement fucking bonne pour processer mes émotions. » Et là, t'as un bébé et t'es comme « Oh! C'est nouveau cette sensation et ces émotions et ces doutes et ces insécurités. Mais là, il faut que je me concentre sur mon bébé et sur mon enfant, sur son bien-être, parce qu'il dépend de moi. » Reframe. Ton enfant ne dépend pas de toi. Ton enfant dépend surtout de ton bien-être. Puis tant aussi longtemps que le sien est sur un piédestal comparé à comment toi tu te sens, tu continues à ne pas processer ce que tu as besoin de processer. Fait comme je l'explique, exemple, dans Femme divine ou dans n'importe quel autre contexte, le plus beau cadeau que tu peux faire à ton enfant, c'est de te permettre de vivre les émotions avec eux. Beaucoup de mamans tombent dans un genre de burn-out. C'est pas juste la charge mentale, c'est la charge émotionnelle. Dans un genre de burn-out parce que justement, mais qui est là pour moi? Are you there for yourself? Fait que vis les émotions avec ton enfant. Fait que quand tu observes que ton enfant, je sais pas, va avoir une grosse vague émotionnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit une crise, que ce soit des pleurs, que ce soit de l'attitude, peu importe, ou de la résistance, de la confrontation, peu importe comment ça se manifeste, et que toi, ça te réactive, à la place de demander à ton enfant d'arrêter son comportement, prends une pause et observe-toi. Je dis constamment, quand je travaille avec des familles pour ce qui est de l'harmonie familiale, le plus beau cadeau que tu peux faire à ton enfant, c'est de toujours t'accueillir avant d'intervenir.
Fait que stop, observe comment tu te sens. Si tu dis, OK, je suis en réaction, clairement, c'est parce que j'ai quelque chose à process, et que tu te refoules même toi pour pouvoir dire à ton enfant, mets le capot sur ce que tu es en train de vivre, c'est chiant, on est en train de perpétuer du trauma générationnel, de refoulement, engourdissement, d'invalidation des émotions, etc. So, c'est pas pour mal faire, mais c'est ce qu'on connaît. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est comme je te dis, s'il y a quelque chose qui t'active, de prendre le temps de t'observer, d'accueillir ce qui est là, à la place de le refouler. Ce que j'entends des fois, c'est je peux pas me pleurer devant mon enfant, sinon il va penser que c'est lui qui m'a fait de la peine ou il va se sentir responsable. Non. Quand tu montres à ton enfant la puissance de la vulnérabilité, tu brises la codépendance parce que tu lui donnes un exemple de comment te réguler. Fait qu'exemple, tu as une activation, tu t'observes, il y a quelque chose qui remonte, puis au pire, c'est ton enfant intérieur qui est comme je suis tannée, il n'y a personne qui prend soin de moi, j'ai de la peine, je me sens toute seule, puis eux, ils ont le droit de vivre toutes leurs émotions, puis ça me fait chier, puis je me sens petite, puis je me sens pas importante, etc., etc. De le laisser sortir, de l'extérioriser, pas nécessairement avec des paroles comme ça à ton enfant qui va peut-être être comme pas de fois, mais de le faire d'une façon à ce que tu puisses lui. C'est une opportunité pour toi d'être une preuve d'autorégulation. Donc, tu laisses sortir l'émotion. Si tu es activé parce que ton enfant, ça fait genre 30 minutes qu'il pleure parce que le bas, dans sa botte gauche, il y a un pli dedans, là, puis ça y lève le cœur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des enfants hypersensibles ou qui ont déjà été un enfant hypersensible? Euh, fait que c'est ça. Pleure avec. Accueille l'émotion qui est là, puis pleure avec. Tu vas être étonné de voir à quel point l'enfant réagit pas, répond de te voir vivre une émotion sainement. Parce que tu lui dis, you know what, child, c'est correct de pleurer. Et je suis pas en train de dire ça dans le sens que je pense que tu n'accueilles pas déjà tes enfants. Tu le fais, mais tu lui montres pas. Ben, peut-être que, en fait, je sais pas. Mais, si tu me dis, j'ai de la misère à pleurer ou à ressentir pleinement et à processer depuis que je suis maman, mon petit doigt me dit que peut-être que non. Si c'est de la colère qui remonte parce que ton enfant a son bas gauche qui est plié dans sa botte, puis ça l'écœure au plus haut point. Puis là, il prend sa botte, puis il la lance par terre. Puis là, à l'intérieur de toi, il y a comme une version de toi qui a le même âge que ton enfant, qui a envie de faire une crise aussi, puis qui est vraiment pas contente, puis qui est donc insulté que lui a le droit de faire quelque chose que toi, tu n'as pas eu le droit de faire, puis tu t'es fait taper ses doigts si tu avais fait ça. Have a fucking tantrum d'une façon saine. Once again, c'est une opportunité de montrer à ton enfant comment process les émotions d'une façon saine. Je le vois que tu es en colère, puis tu sais quoi, moi aussi en ce moment, je suis en colère. Puis, je sais pas, moi, tu prends un coussin qui est dans le salon, puis tu le lances par terre. Puis après ça, vous faites un retour de genre, je comprends que tu avais de la colère. Moi aussi, j'en ressentais de la colère. Puis, c'était pas dangereux parce que tu n'as pas lancé ta botte sur quelqu'un, mais ça aurait pu l'être. Et c'est pas une bonne idée. Mais si tu as besoin de te défouler, voici quelques options. Exemple, qu'est-ce que maman a fait? Encore là, les chances sont que ça va complètement désamorcer ton enfant s'il te voit vivre ta colère au complet toi aussi. Et vous faites le processus d'autorégulation ensemble, ce qui génère de la co-régulation et ce qui met fin à la codépendance émotionnelle entre parents et enfants. Voilà. Prochaine question. Comment arriver à ressentir du plaisir ou du moins quelque chose avec un dildo en verre quand on semble être capable de ressentir autant de plaisir avec d'autres types de jouets sexuels comme les vibrateurs?
Fait que ça, c'est une question que j'avais notée parce que c'est une question qu'on m'a posée pendant qu'on était dans un coaching one-on-one. Et j'ai trouvé la question tellement intéressante que je me suis dit que j'allais la partager ici. Donc, c'est pas la première fois, ça arrive souvent qu'on me demande cette question-là parce que, y a des personnes qui sont comme, pour vrai, je ne sens absolument rien quand j'utilise un outil sexuel autre qu'un vibrateur ou un dildo ou un stimulateur de clitoris. La raison pour ça, c'est que, premièrement, tout ce qui est les cristaux et les objets inanimés, mais qui portent quand même une charge énergétique, vont surtout être un reflet de ce qui est là ou un reflet de ce qui n'est pas là. Fait que ça amplifie whatever's there or not there. Si ton focus est j'ai l'impression que je ressens rien, l'objet inanimé ou le dildo en verre, l'objet sexuel de cristal, vont amplifier ça. Va amplifier l'insécurité, whatever. Mais aussi, si jamais tu as déjà une super connexion à ta yoni, que tu n'es pas désensibilisé à cause d'une surutilisation de vibrateurs, ben ça va aussi amplifier qu'est-ce qui est là? La vitalité, la sensibilité, la vascularisation. Vascularisation. Donc, la circulation sanguine, right? C'est juste une question d'énergie. Fait que non seulement ça amplifie, mais aussi c'est que quand tu utilises un vibrateur ou un dildo qui a du mouvement ou un stimulateur de clitoris, ce qui arrive, c'est que la stimulation vient de l'extérieur et le vagin fait juste comme réagir à. Tandis que quand tu utilises un objet inanimé, mais qui est porteur d'une belle énergie, d'une énergie qui est neutre, avec laquelle tu peux faire ce que tu désires, comme un dildo en verre, un cervix wand, un yoni egg, c'est ton vagin qui fait le travail autour de cet objet-là. Donc, ton vagin répond à une présence qui est un outil pour rehausser la conscience de ta yoni. Et c'est un défi parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, right? Quand on a fait notre cours d'éducation sexuelle à l'école puis qu'ils nous ont dit de mettre un collant sur une banane, c'était pas comme voici comment tu peux aussi, femme, jouir et être dans l'extase avec ta connexion avec ton corps. Non. Puis quand tu vas au sex shop, la majorité du temps, c'est pas pour te proposer des outils d'objets sexuels conscients qui t'apportent à approfondir la connaissance de ton corps, c'est plutôt des choses qui sortent le gadget puis disent ça a une durée de batterie de je sais pas combien de temps, ça vibre sur 50 modes différents, tu peux le connecter avec ton téléphone puis le faire vibrer à différentes heures. Mais il n'y a rien dans tout ça qui te permet de te connaître mieux ou de connecter plus profondément avec ta vie. Fait que la plus grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un que c'est ton vagin qui fait le travail et qui t'apporte à approfondir la conscience du soi, du féminin physique, alors que les vibrateurs, les stimulateurs font juste créer une réaction physique et mécanique. Ça fait penser que l'orgasme est moins vrai, mais la charge énergétique de l'orgasme n'est pas du tout la même quand tu utilises ces deux outils différents-là. Puis ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que, un peu comme la méditation dont je parlais au début, c'est pas la même chose. C'est la même chose que d'apprendre à marcher. T'explores quelque chose de nouveau, t'essayes quelque chose de nouveau, attends-toi pas à ce que ce soit tout de suite facile, mais il faut que ton désir, ou comment je peux dire, ou ta conviction que c'est disponible pour toi soit plus grande que la peur que ça ne le soit pas. Fait que, when you came out of the womb, tu ne savais pas marcher. Mais tu t'es pas posé la question, est-ce que je vais être capable de marcher? La nature, les lois universelles envers lesquelles tu freinais rien, t'ont permis de marcher parce que ta conviction était intrinsèquement plus grande que n'importe quel doute. Et aujourd'hui, tu marches, tu cours, tu peux faire des marathons puis tout, si ça te tente. Fait que c'est la même chose avec la méditation, la même chose avec la stimulation, les moments d'intimité
sexuelle et sensuelle avec des objets qui sont autres que des stimulants extérieurs. Voilà. Dernière question pour aujourd'hui. Once again, c'est une question que j'ai rajoutée ici, que je trouvais vraiment intéressante. Fait que, au début de la semaine, j'avais partagé un courriel dans lequel je mentionne que j'ai réalisé pendant que j'étais à Vipassana, pas réalisé, mais comme ça s'est intégré plus profondément, le fait que quand j'essaie de protéger mes enfants des patterns générationnels de mon chum, je nuis à la relation avec mes filles. Fait que c'est ça. Fait que finalement, la dernière question, c'est comment est-ce que de protéger tes enfants des patterns générationnels de ton ou ta conjointe nuit à ta relation avec tes enfants? Fait que puis la personne m'avait demandé de donner, elle m'a répondu à mon courriel, puis elle m'avait demandé de donner des exemples. Fait que je vais commencer par donner des exemples. Puis après ça, je vais t'expliquer pourquoi. Fait que dans tous les couples, dans toutes les familles, il y a des situations où est-ce que tu entends ton ou ta partenaire interagir avec un enfant, puis t'es comme, what did I just fucking witness? Genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Our child is going to be scarred for life. Oh mon Dieu, je peux pas croire que c'est la personne avec qui j'ai fait des enfants. Bon, peut-être pas autant, mais bref, vous me suivez. Concrètement, exemple chez moi, mon chum vient d'une famille où tout fonctionnait beaucoup avec un certain chantage émotionnel, où, tu sais, comme tout te coûte quelque chose en énergie, genre. Il faut toujours que tu payes pour tes affaires, puis il faut vraiment que, genre, pas que toi, mais que l'autre soit sûr que tu le mérites. Donc, bref, chantage émotionnel. Et je partage ça avec, maintenant, plus de ressentiment. Avant, c'était quelque chose qui venait vraiment me chercher. Et encore aujourd'hui, il y a des moments où est-ce que j'ai envie d'intervenir quand ce pattern-là fait surface lorsque mon chum interagit avec les filles. Mais j'ai réalisé avec le temps que toutes les fois où est-ce que j'essayais de protéger les filles de ça, fait que, tu sais, j'intervenais comme on the spot, puis, tu sais, j'étais pas équanime, j'étais pas neutre au moment où je le faisais, j'étais comme une lionne qui était comme, touche pas à mes enfants avec cette énergie-là, genre. Mais ce que ça fait, c'est que tout le temps et l'énergie que j'ai gaspillé à intervenir dans sa relation avec nos enfants, c'est de l'énergie et du focus que j'ai pas mis sur ma relation avec moi-même et la guérison ou la libération de mes propres patterns générationnels, qui, parce que c'était tellement désaligné la façon d'interagir, j'étais brûlée, j'avais pas d'énergie, j'étais fatiguée. Et ce qui faisait en sorte que ma relation avec les filles a vécu une certaine détérioration. Je te partage ça aujourd'hui en toute humilité. Il fallait en prendre conscience, puis il fallait que je le vive pour avoir cette réalisation-là. Puis je veux dire, je pense pas d'une façon ou d'une autre, qui que ce soit qui va être double de ça. Mais voici comment je fais le changement maintenant. Me retenir de dire quoi que ce soit. C'est un défi. Mais je me souviens très bien avoir dit à mon chum, moi, je considère que j'ai vraiment une relation extraordinaire avec les filles et c'est quelque chose que j'ai bâti dans la sécurité et la confiance avec elles. Et tu auras avec les filles la relation que tu choisis d'avoir. Et non, je ne vais pas toujours être d'accord, mais je ne vais plus intervenir. Il y a des fois où est-ce que je vais être dans l'observation parce que j'ai comme une contraction à entendre l'intervention ou l'interaction entre Pat et les filles. Je vais prendre le temps de m'observer. Puis, je vais faire un retour avec Pat, mais pas dans le but d'être castrante, d'être de le materner dans l'énergie masculine ou de lui taper sur la carotte puis de le menacer que sa relation avec les filles, c'est de la merde, que ça va être de la merde, qu'ils vont jamais faire confiance, puis qu'ils vont avoir des daddy issues à cause de lui. Parce que c'est pas nécessairement le cas. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'est qu'on va s'installer, puis je vais juste dire, écoute, tantôt, je me suis abstenue de faire un commentaire parce que je te l'ai dit que je vais pas intervenir. Je tiens ma parole. Mais il y a quand même quelque chose, tu sais,
qui m'est apparu. Je dis, si tu as l'espace, puis tu as envie d'en discuter, let me know, genre. Et la majorité du temps, Pat, pour elle, c'est beau à quel point il est ouvert, puis il est disposé à évoluer, puis il est curieux. Tu sais. Est-ce que son intégration est aussi rapide? Son rythme d'intégration est. C'est pas qu'il est aussi rapide, mais il est juste très différent du mien, genre. Mais il est toujours ouvert. Puis s'il l'est pas, il va le dire, tout simplement. Non, en ce moment, j'ai pas d'espace pour ça. Je suis comme, I respect that, and it's hot that you put your limits. Fait que ça n'a pas toujours été comme ça. On a travaillé comme ça. OK, je vais arrêter de m'en aller d'un bord puis de l'autre en entendant les fleurs à mon chum, là. Mais pas vrai, il est pas grave. Fait que c'est ça, puis la majorité du temps, il est très réceptif. Fait que, tu sais, là, après ça, je lui dis ce que j'observe, mais avant de le partager avec lui, la première étape, c'est de m'accueillir. C'est de faire face au fait que ça m'a irrité. Puis ultimement, ce qui m'active, c'est une partie aussi de moi, non seulement qui veut le protéger, mais c'est aussi une partie de moi qui se dit, si moi je vivais ça en tant qu'enfant, je sais que je serais pas bien. Puis ils n'ont pas nécessairement la voix en ce moment de le nommer, mais de plus en plus parce que sacrément, ils n'ont pas la langue dans leur poche. Fait qu'il faut d'abord que je m'accueille pour être sûr que le moment où est-ce que je vais avoir cette conversation-là avec Pat, je suis pas, comme j'ai dit tantôt, dans une énergie maternelle masculine, ni dans une énergie de le castrer ou de le rabaisser ou de le faire sentir calme. Il faut que ça vienne d'une place de neutralité et d'équanimité. Voici ce que j'ai observé. Et voici ce que je sais que ça peut amener comme cause à effet, comme conséquence naturelle, selon les lois de la nature et de l'univers. Et je dis, je te donne l'information, je dis pas parce que je vais te mettre une pression pour que ça change. Je fais juste te dire qu'est-ce que je ressens, puis qu'est-ce que j'ai observé. Parce que honnêtement, je suis pas mal, pas pire bonne là-dedans. And then you do what you want to do with that. Et c'est ça. Je pense que ça répond bien à la question. C'est que je gaspille mon énergie sur des relations qui ne sont pas les miennes. Puis ça finit par être du dommage collatéral dans le sens où est-ce que, parce que je choisis d'intervenir, je ne mets pas mon énergie sur moi et ma relation avec les filles. Puis parce que je fais ça, ben après ça, c'est finalement au détriment de tout le monde parce que c'est tellement désaligné que je me draine. Je suis plus dans la surabondance d'énergie, dans l'extase. Ça ne veut pas dire que j'en sens plus, mais pas autant de façon fluide. Ce qui fait en sorte que je perds de l'harmonie dans toutes ces relations-là avec Pat, autant qu'avec les filles. Puis, j'aide pas mon chum non plus à prendre conscience de tes patterns. J'essaie de le faire sentir mal pour ces patterns. Et ça fonctionne pas. Fait voilà. C'était la première fois que je me donnais à cette activité-là. J'espère que vous avez apprécié. Je me demande si... je me demanderai finalement. Je suis juste contente d'avoir pu répondre à vos questions. C'était vraiment un délice. Puis je veux que tu saches que chaque question que tu poses est comme un cadeau pour moi. Parce que comme je disais au début, le moment où est-ce que tu me poses une question qui commence par comment, it's all there. C'est prêt à être partagé. Puis j'ai juste envie de pouvoir le partager pour vous servir. Fait que posez vos questions, envoyez vos questions, utilisez le formulaire de questions. Send me the questions. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un bel outil pour que je puisse vous servir. Alors sur ce, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous aime à l'infini et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.